Bonjour à tous, je m'appelle Oudi Keïta, je suis en deuxième année à Grenoble École de Management et membre de l'association J'aime en débat, la tribune étudiante de Grenoble. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Imelfarb Célia, maître de conférence à Sciences Po Grenoble, économiste et directrice de master. Donc aujourd'hui, la conférence porte sur l'Afrique du Sud a toujours été en Afrique. Et Madame Imelfarb va développer certains points, notamment le développement économique, politique et l'appartenance de l'Afrique du Sud au continent. Donc je vous demande d'accueillir Madame Imelfarb Célia. Je remercie beaucoup Oudi Keïta qui m'a accueilli et qui m'a présenté. Donc, on a, je ne veux pas vous encombrer longtemps, mais on a 30-40 minutes pour pouvoir vous donner quelques idées, mon analyse de comment je vois l'Afrique du Sud. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'il puisse avoir un débat, parce qu'il y a des questions à poser sur ce pays, qui est un pays, je dirais, très particulier, très riche, très controversé, difficile aussi. Je voulais vous dire que je suis économiste, bien sûr, mais je travaille à Sciences Po Grenoble. C'est un institut pluridisciplinaire, heureusement, comme cette école aussi. Je dirige le master Amérique latine, qui a déjà une dizaine d'années et 50 étudiants. Mais je travaille beaucoup aussi sur les pays émergents. Et l'Afrique du Sud est un pays émergent. On le considère comme un émergent économiquement. Mais on va débattre sur ça. Est-ce que l'Afrique du Sud est un vrai émergent ou n'est pas un vrai émergent? C'est un émergent politique ou économique. On a des doutes sur l'émergence, justement. Quand on m'a demandé de mettre le titre de cette conférence, j'ai demandé que ce soit « L'Afrique du Sud a été toujours en Afrique ». Pourquoi? Parce qu'il y a un débat très important. Beaucoup de gens disent « L'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique, c'est un pays développé ». Or, l'Afrique du Sud a été toujours en Afrique, avant l'apartheid et après l'apartheid. Ça veut dire qu'avant l'apartheid, elle appartenait, mais elle n'était pas trop liée, si vous voulez, au grand continent africain. Elle était liée à des puissances générales occidentales, si vous voulez, les traités de commerce le montrent bien. Mais depuis l'apartheid, l'Afrique du Sud a cherché à être plus africaine. Et on va arriver à la conclusion si elle a réussi ou pas, effectivement. Si c'est l'Afrique du Sud, c'est vraiment l'Afrique ou pas. Et cette volonté de cette intégration africaine. Aussi, j'aimerais travailler avec vous et réfléchir avec vous ce qui était la naissance de cet État sud-africain. Un pays où 13% seulement, avant l'apartheid, pendant l'apartheid, 13% des habitants votaient. Vous imaginez si en France, 13% seulement de la population voterait. Donc la population blanche et la population d'origine indienne ou libanaise votaient, mais tout le reste de la population ne votait pas. Comment on arrive à la fin de l'apartheid? Depuis, ça fait 21 ans, presque la fin de l'apartheid, presque 22. Et aussi, quelles sont les politiques économiques, sociales qui ont été mises en place et les conclusions. Est-ce que la pauvreté a disparu ou pas avec l'apartheid? Est-ce que l'Afrique du Sud est devenue une vraie démocratie une fois que 85% de la population vote? Avant, c'était que 13, pendant l'apartheid. Est-ce que l'Afrique du Sud est une vraie démocratie politique, une vraie démocratie sociale? C'est une question que nous posons aussi. C'est un vrai émergent politique ou pas? Quel est le rôle en Afrique australe, dans les autres pays et dans l'intégration régionale? Est-ce que la fin de l'apartheid a permis la réduction de la pauvreté? C'est très important. Et on arrivera à des conclusions qui sont les miennes, qui sont assez, je dirais, un peu terribles, quoi. Donc, si vous voulez bien, je commence à traiter tout mon programme que je viens de faire, effectivement. Je pense que je vais garder ces micros. Vous m'entendez bien? Ça marche. Ok. Non? Plus près. Comme ça, vous m'entendez mieux? Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais. Vous m'entendez mieux comme ça? Ça marche. Bien. La question de l'émergence. Vous savez qu'il y a 5 pays émergents à l'heure actuelle.
la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, donc 5 pays émergents. Il y a un seul pays émergent à l'heure actuelle qui s'en sort un petit peu économiquement. C'est l'Inde, avec des taux de croissance, les capitaux internationaux arrivent, etc. Tous les autres émergents sont en crise. Le Brésil traverse une crise majeure, vous le savez. Il y a des problèmes gravissimes d'ordre politique, d'ordre de corruption et décroissance, désindustrialisation et réprimarisation de l'économie. Brésil. Vous savez très bien qu'à cause de la crise du prix du pétrole, de la chute du prix du pétrole, la Russie, et aussi pour des raisons politiques, de boycott aussi, la Russie est rentrée aussi en crise. C'est-à-dire que les pays de la rente n'est plus le pays de la rente comme auparavant, avec un prix du baril de pétrole de $20. Donc la Russie aussi n'est pas un émergent qui se porte bien. La Chine aussi. La Chine, on parle des crises, vous avez entendu, qu'il y a des problèmes financiers, qu'il y a des créances douteuses énormes, 60%. La Chine a plus de 3 500 milliards de dollars de réserves, mais il a une dette interne colossale et 60% des créances douteuses. Donc le système financier chinois n'est pas complètement fiable. La croissance a été divisée par 2. Elle arrive à peine à 6,5% de croissance. Et vous savez très bien qu'il y a 350 millions de Chinois au chômage. Donc je vous donne des chiffres comme ça pour que vous sachiez qu'il y a la crise. Donc, Brésil, Russie, Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne faisait pas partie des BRICS. Ça lui a été proposé de faire partie des BRICS en 2010 parce qu'on disait que c'est très important qu'un pays d'Afrique fasse partie des émergents. Donc, on commence à négocier avec l'Afrique du Sud et on pensait qu'avec la fin de l'apartheid et tous les efforts que l'Afrique du Sud avait fait du point de vue diplomatique ou autre, c'était important qu'il fasse partie du groupe des BRICS. Donc, 2010, on lui propose, et en 2012, l'Afrique du Sud s'intègre parmi les BRICS et depuis 2012 participe à toutes les rencontres, que ce soit à New Delhi, que ce soit au Brésil, à Fortaleza, que ce soit en Afrique du Sud, etc., à toutes les réunions des BRICS ou à Pékin. L'Afrique du Sud participe aussi à la création de la Banque des BRICS, qui est dotée de 100 milliards de dollars, qui se prête de l'argent entre eux, ou ils peuvent prêter aussi à d'autres pays du Sud. Ça, ce n'est pas une mince affaire. Parfois, c'est autant d'argent que le Fonds monétaire international peut disposer aussi. Donc, l'Afrique du Sud est à l'intérieur. Mais est-ce que l'Afrique du Sud, comme les autres émergents, est ou pas en crise? Mon analyse de tout ce qu'on va voir aussi dans l'évolution est que l'Afrique du Sud ne se porte pas bien du tout économiquement. Elle aura un taux de croissance pour cette année. Les prévisions donnent 1,2%. Vous savez qu'avec 1,2%, on ne peut pas grandir, on ne peut pas réduire le chômage, c'est très peu. Il faut 6% par an pour réduire le chômage, je vous explique. 1,2, un taux d'inflation qui arrive à 6%, un taux d'endettement de la dette de l'Afrique du Sud par rapport au PIB qui s'approche les 50%, qui est beaucoup, et un déficit budgétaire important aussi, de près de 7 à 8%. Donc, l'Afrique du Sud n'est pas le premier pays pour la production d'Afrique. Le PIB d'Afrique du Sud, c'est 382 milliards de dollars, d'accord, de production du PIB. C'est après le Nigeria qui a 513 milliards de dollars. Donc on pense que l'Afrique du Sud, on a l'idée qu'il est le premier pays producteur, c'est un émergent. Non, c'est le Nigeria qui produit beaucoup plus. Mais on n'a pas donné au Nigeria, on ne lui a pas proposé d'être un émergent. Il ne fait pas partie des BRICS, ni de la Banque des BRICS, etc. C'est l'Afrique du Sud qui était un symbole de dire, après tout ce qui s'est passé, avec la fin de l'apartheid à nouveau, c'était important que l'Afrique du Sud fasse partie de ces groupes-là. Donc ça, c'est une introduction pour vous dire que les émergents sont en crise eux-mêmes, que les seuls qui s'en sortent un petit peu, c'est l'Inde à l'heure actuelle, mais que tous les autres 4 sont en crise, y compris l'Afrique du Sud. Vous savez que la naissance de l'Afrique du Sud, c'est un pays où des colons néerlandais sont arrivés, protestants, qui s'installent, les Boers. Vous savez qu'il y a des Huguenots aussi français qui s'installent en Afrique du Sud.
Vous savez qu'il y a une communauté indienne, qu'il y a des comptoirs libanais. Donc, il y a une population d'immigration. On peut dire, bon, le Brésil aussi, l'Argentine aussi, l'Uruguay aussi. Mais c'est très particulier parce que la population blanche en Afrique du Sud était d'à peu près 18% seulement. Ils gouvernaient le pays complet. Et 13% seulement votaient avant l'apartheid. Et ils dominaient le pays complètement du point de vue économique, financier, productif, etc. Avec un régime le plus odieux que j'ai jamais vu dans aucune part dans le monde, l'apartheid, où on intègre dans la Constitution la ségrégation raciale. Ça veut dire que les Noirs d'Afrique du Sud ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas participer à la vie comme citoyens, comme société civile, n'étaient pas des candidats aux élections et ils ne pouvaient pas accéder non plus à pouvoir tenir une entreprise, etc. Et ça, là, je suis formelle. Pour moi, même si aux États-Unis, il y a eu un régime racial terrible, il y a eu des luttes importantes dans les années 60, vous le savez très bien, Martin Luther King, etc. Donc, le régime de l'apartheid était un régime le plus odieux qu'on n'a jamais vu, si vous voulez, des caractères de ségrégation raciale. Bien. Comment on arrive à casser ces systèmes? La personnalité de Mandela, les 18 ans qui a fait des prisons, c'était le plus long détenu au monde, hein, l'île de Robben Island, c'est donné à sa personnalité, à sa capacité de dialogue qu'il entame avec De Klerk, qui était le président blanc d'Afrique du Sud, et puis l'importance et l'envergure qu'il avait par rapport à la propre communauté en Afrique du Sud. En 1994, il y a la négociation entre le Parti national africain, qui est donc de Leclerc, et Mandela. Les prêtres qui est décédé il n'y a pas longtemps, hein, Desmond Tutu, qui a fait beaucoup pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, ont joué un rôle essentiel. Il y a une commission pour la réconciliation, une commission pour la vérité. Et aussi, je voulais vous dire que l'Afrique du Sud devait devenir une puissance nucléaire, civile et militaire. Elle était dotée déjà de ses capacités. C'est Karl Blix, qui est suédois, qui a essayé de négocier en Irak la dénucléarisation avec d'autres pays aussi, qui a négocié avec le gouvernement sud-africain et il a fait signer les traités de non-prolifération nucléaire. Donc pour vous dire qu'il y a une certaine démocratisation, la fin d'un régime de ségrégation sociale, la personnalité de Mandela et la signature d'un traité de non-prolifération nucléaire. C'est pas rien tout ça. L'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, attirait beaucoup de capitaux internationaux, britanniques, français, allemands. Il y a une richesse minière, or, platine, vous le savez, diamants, effectivement. Aussi une production industrielle, une production des services. L'Afrique du Sud est le premier pays qui a un secteur des services de 72% de la population active, vous imaginez. On ne le voit pas dans un autre pays, ni du subsaharien, ni du Maghreb non plus. 72% de la population au secteur service. Il y a une industrie, et puis le reste, effectivement, c'est une production minière, une grande exportation. Pendant des années, l'Afrique du Sud faisait dépendre la production d'or dans la détermination du prix international de l'or. Donc, pour vous dire, ou du diamant aussi, un verre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand arrive donc la fin de l'apartheid? Le monde entier se réjouissait d'une nouvelle gouvernance. On disait, maintenant, tout le monde va pouvoir voter. Les townships, qui est quelque chose de terrible, ce sont des bidonvilles de population noire qui habitent en Afrique du Sud. Je pense que vous avez entendu parler des Soweto, des rébellions dans les townships en 1976. Il y avait une répression terrible. L'ANC, l'African National Congress, que c'était des militants noirs, mais aussi blancs, ont été torturés, ont été tués, effectivement. Il y avait aussi des militants blancs dans l'ANC. Il y a des grands chanteurs, des grands musiciens, des grands pianistes qui étaient des militants, Myriam Makeba, Dollar Brand, etc. Plein de gens, de personnalités qui ont pu quitter les pays d'Afrique du Sud. On avait beaucoup d'espoir qu'avec la fin de l'apartheid,
l'Afrique devienne une puissance démocratique, réduction de la pauvreté, réduction de la criminalité, réduction de la corruption. Et si je vous donne quelques chiffres à l'heure actuelle, c'est que l'Afrique du Sud a 25% de taux de chômage national, 50% de taux de chômage entre les 15 et 25 ans. Énorme, vous pouvez me dire, mais en France aussi, hein, il y en a des quartiers qui ont 40% de taux de chômage. C'est beaucoup, beaucoup. Le taux des Gini, qui mesure le degré de pauvreté, si vous voulez, 0,7. Vous savez que le taux des Gini, c'est entre 0 et 1. Plus on s'approche des 1, c'est plus une société inégalitaire. 7. L'Uruguay est à 0,42, pour vous dire, beaucoup plus égalitaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on arrive 20 ans après la fin de l'apartheid à une société que les indicateurs sont extrêmement inquiétants du point de vue de la stabilité politique, de la situation économique, du chômage, du ralentissement de la production, de l'endettement, et que les capitaux internationaux, malgré qu'ils ont les labels investment grade, hein, que les agences de notation donnent comme un pays où il faut aller investir, vont de moins en moins. Pendant longtemps, je disais, l'Afrique du Sud était considérée comme un pays développé, comme l'Angleterre, la France, les États-Unis, etc. Ça arrive, des enclaves comme ça dans le monde. Mais l'Afrique du Sud n'est plus une enclave, Et je vais décrire pourquoi n'est plus une enclave. D'abord, l'intégration aux BRICS lui a donné le lien des puissances des semblables, c'est-à-dire négocier avec la Chine, négocier avec l'Inde, négocier moins avec la Russie, etc. Donc, faire partie des BRICS, ça lui donne une carte d'ouverture majeure. L'Afrique est aussi intégrée à la SADC. Ça veut dire que c'est un bloc régional en Afrique australe. Quels sont les pays qui font partie? La Namibie, l'Afrique du Sud, le Lesotho, la Zambie, le Mozambique. Vraiment l'Afrique australe. Quel est le niveau d'intégration régionale de ces pays? 25%. L'Europe est à 70%, vous le savez, au niveau commercial, l'Union européenne. L'Afrique australe, c'est 25%. Mais c'est une construction régionale où l'Afrique du Sud est hégémonique, parce que vous savez très bien que la Zambie est très pauvre, que le Mozambique est très pauvre, etc. Donc, joue un rôle essentiel. Mais néanmoins, à travers de la SADC, l'Afrique du Sud a pu faire partie de l'option africaine, qui ne l'était pas auparavant. Avec l'apartheid, les pays africains l'avaient mis au banc des nations. Donc, c'est un retour de l'Afrique du Sud à se réconcilier avec les continents africains. Donc, intégration régionale d'Afrique australe, aussi participation dans les instances de l'Union africaine. La femme de Zuma, l'actuelle présidente d'Afrique, a dirigé la commission des sécurités et des sécurités politiques de l'Union africaine. C'est pas rien lorsque les pays de l'Union africaine boycottaient, si vous voulez, à juste titre, à mon avis, l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Donc, ouverture vers ses semblables du Sud, ouverture la SADC, ouverture vers les BRICS, mais l'Afrique du Sud a gardé toujours un lien avec la Grande-Bretagne, avec la France, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, où étaient originaires les Boers, bien sûr, Israël aussi. Donc, c'est une convergence, une grande ouverture, Au niveau de la politique extérieure, je faisais mention qu'une condition de l'après-apartheid était la signature du traité de non-prolifération nucléaire. Et le fait que l'Afrique du Sud fasse partie des instances du Sud, elle fait partie des pays non alignés plus Chine, hein, les G77 plus Chine. L'Afrique du Sud a pris une position qu'on peut débattre, qu'on peut discuter, et dit l'Afrique aux Africains. Ça veut dire les Européens ni les États-Unis ne doivent pas se mêler des affaires africaines. Et quand il y a une guerre au Mali, ou il y a une guerre en Afrique centrale, en Centrafrique, c'est les Africains qui doivent réagir, mais pas la France, pas l'Angleterre, pas les États-Unis. Vous voyez?
Donc, mais ça a été un échec. Ils ont essayé d'intervenir au Mali pour enrayer l'intégrisme, etc. Mais ça n'a pas marché. Les phénomènes, ça les dépassait complètement, même à l'Union africaine. Ils sont contre toute intervention en Syrie. Ils sont contre toute critique à la Russie pour l'annexion de la Crimée et pour ce qui se passe en Ukraine, la partie orientale. Pour eux, jamais les Occidentaux auraient dû bombarder la Libye. Donc, c'est une position, si vous voulez, sud-sud, pays non alignés, etc., qu'on va débattre. C'est cette prise de position qu'ils ont effectivement. Maintenant, concernant les systèmes politiques, c'est une république, il y a un parlement, il y a la séparation de pouvoirs législatifs, donc exécutifs et judiciaires. Mais les mandats qui durent à peu près de 96, donc Mandela a fait un mandat, Jacob Zuma, les 2 derniers mandats, donc de 2009 à 2014 étaient réélus, avec beaucoup de critiques, hein, on va parler de ça. Et entre Mandela et Jacob Zuma, il y a Bon Mbeki, qui a succédé à Mandela, et qu'il était encore en vie, Mandela. La première partie de Mandela, je disais, c'était une période de grand espoir. C'est-à-dire, on va construire democratic building, on l'appelle. On va construire la démocratie, on va construire un pays, l'économie, on va réduire les inégalités. Bien, il essaye, il s'est essayé. J'ai dirigé des mémoires sur l'Afrique du Sud et on montrait qu'il y avait des volontés énormes de réduire la pauvreté dans les townships, d'éduquer, d'alphabétiser, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec l'ANC? Et ça, c'est le cœur, si vous voulez, du pouvoir. Hein. L'ANC, plus le COSATU, qui est la centrale syndicale, et plus le Parti communiste sud-africain qui sont au pouvoir. Il commence un processus avec Mbeki, et surtout avec Zuma, de corruption énorme. Ils n'arrivent plus à avoir les bonnes intentions et la projection politique de Mandela pour pouvoir réduire la pauvreté, pour pouvoir... c'est lié beaucoup plus à l'Afrique, à toute l'Afrique subsaharienne et aussi au Maghreb et Machrek. Ça devient très difficile, où on commence à vivre une désaffection des townships par rapport à l'ANC. On ne vote plus l'ANC dans les quartiers les plus pauvres. Il y a des dissidences au sein de l'ANC. Il y a des procès en corruption contre l'actuel président Zuma, parce qu'il a utilisé 15 millions de dollars pour des réfactions de sa résidence personnelle. Bon, au Brésil, on suit à l'heure actuelle les mêmes problèmes avec Lula. Mais il y a une non-crédibilité, en quelque sorte. L'ANC est en crise, si vous voulez, entre la légitimité qui est donnée à Mandela et la non-légitimité actuelle. Même s'il gagne les élections, il y a de plus en plus de critiques. Parce que le message qu'on peut distribuer, réduire la pauvreté, réduire la criminalité, est très bien. Mais à côté, si vous avez un gouvernement qui est élu et qui est corrompu, c'est très grave. C'est très, très grave. Donc, à mon avis, une des raisons majeures de pourquoi l'Afrique du Sud, à l'heure actuelle, est au ralenti, n'est pas considéré un vrai émergent politique, même s'il a l'étiquette émergent du point de vue financier ou économique, parce qu'il y a des blocages très très forts au sein de la société d'Afrique du Sud, au sein de ce qui est l'ANC, avec des problèmes de corruption et des crédibilités, des gouvernances politiques. Quand j'ai préparé ma présentation d'aujourd'hui, je disais la conclusion à laquelle je vais arriver va être terrible. Je me disais, est-ce que la pauvreté est plus forte maintenant ou pendant l'apartheid? Est-ce que la corruption est plus forte maintenant ou pendant l'apartheid? Et c'est tristissime d'arriver à la conclusion, vous voyez ce que je veux dire, que la pauvreté, presque, elle a augmenté. Les coefficients de Gini est plus fort aujourd'hui que lorsque c'était la période des déclairs. C'est terrible. Il y a des villes comme Johannesburg ou autres où il y a des accords internationaux qui cessent, si vous voulez. On ne travaille plus avec plus que des universités, parfois de Sud-Afrique, parce qu'on a peur d'envoyer des étudiants en Johannesburg. C'est une des villes avec un taux de criminalité très très fort. Quelle est la vocation de l'Afrique du Sud dans les contextes africains, puisque c'est ça qui est important qu'on puisse débattre nous tous aujourd'hui, c'est
l'Afrique du Sud a été toujours en Afrique. Certes, pendant les régimes d'apartheid, on pouvait le considérer comme une enclave, hein, où les grands capitaux internationaux arrivaient, où il y avait un mode de production avec une ségrégation sociale. Mais toutes les agences de notation, je me souviens, étaient notées d'une manière excellente les conditions de production en Afrique du Sud. Sauf qu'il y a eu aussi un boycott important de beaucoup de pays occidentaux. Et les Nations Unies, bien sûr, les Nations Unies a condamné de manière régulière, effectivement, les régimes d'apartheid. Mais après, quand on a déverrouillé la ségrégation raciale, on n'a pas redistribué suffisamment, on n'a pas alphabétisé, on n'a pas formé la main-d'œuvre suffisamment. La jeunesse, je vous disais, 50% de chômage en Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi? Ça, c'est au niveau économique. Pourquoi un système politique est corrompu? La grande question. Pourquoi il n'y a pas un grand succès, la réintégration de l'Afrique du Sud dans les concerts des nations de l'Afrique, avec une position, je dirais, peut être intéressante, tiers-mondiste, les G77, etc. Mais le monde est en train de changer tellement. Les positions tiers-mondistes, vous savez très bien, qui sont mises en question. Pourquoi? Parce que il n'y a pas premier monde, deuxième monde. Hein. C'est la mondialisation, c'est la globalisation. Et voilà, donc c'est parfois, et je suis très formelle de ce que je veux dire, parfois, il y a des pays beaucoup plus démocratiques dans les pays occidentaux que dans les 77 pays non alignés, où il y a beaucoup de dictatures ou de pays avec des lacunes démocratiques énormes. Vous le savez, ça. La Libye aussi était un pays non aligné, vous le savez. Et donc, ou l'Argentine des militaires, ou le Brésil des militaires dans les années 70. Donc, les sauts non alignés, faire partie des G77, ce n'est pas une garantie de démocratie. Et il faut aussi que l'Afrique du Sud, qu'on avait tellement de confiance, tellement d'envie que les choses puissent marcher, puisse dépasser ses propres blocages intérieurs comme pays, au niveau politique, au niveau du système politique, au niveau du système aussi électoral, et la formation des gens, rendre aux gens des townships et des secteurs les plus défavorisés une certaine notion de la citoyenneté. Il y a une classe moyenne qui s'est constituée aussi parmi la population d'origine noire, etc. Et il y a eu beaucoup aussi des clientélismes, vous le savez aussi. L'affaire de Jacob Zuma et les poursuites qu'il a sont assez importantes. Mais c'est un pays de 52 millions d'habitants. C'est pas énorme, si vous voulez, par rapport à d'autres émergents, hein, par rapport à la Chine qui a 1,3 milliard, ou l'Inde 1,2, etc. Elle devrait pouvoir aller de l'avant. Je pense que les contextes internationaux ne favorisent pas. Les matières premières ont chuté, les prix des matières premières ont chuté, et l'Afrique du Sud doit importer du pétrole. Elle est plus compétitive au niveau de lorsqu'elle veut commercer, par exemple, avec le Brésil. La main-d'œuvre au Brésil est moins chère qu'en Afrique du Sud. Donc ça compte beaucoup. Donc l'Afrique exporte beaucoup de minéraux, mais n'exporte pas beaucoup de manufactures. Ça c'est un problème aussi. La Chine, jadis, c'était beaucoup moins cher aussi que l'Afrique du Sud. Il y a un lien privilégié, je dirais, entre la Chine et l'Afrique du Sud aussi. Hein. La Chine investit beaucoup, mais comme partout en Afrique, bien sûr. Mais on dit que parfois la Chine passe par l'Afrique du Sud pour communiquer avec l'Afrique entière. C'est possible, c'est possible. Donc, vous voyez les topos que j'ai faits, peut-être je suis trop pessimiste, mais je dois me rendre à l'évidence qu'il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux. La pauvreté est trop forte. Comme vous dites, dans un pays, il y a 25% de taux de chômage dans un pays et 50% de chômage des jeunes, c'est énorme. Or, pour un BRICS, c'est pas, on ne peut pas dire c'est quoi un BRICS. Alors à ce moment-là, la notion d'émergence, elle est sujette à caution. Voilà. Donc aussi, si quelqu'un me pose la question, vous pensez alors que la pauvreté est plus forte après la fin de l'apartheid ou pendant l'apartheid? Et je dois répondre oui, le taux peut-être de pauvreté est plus fort. J'ai du mal à le dire, mais oui, oui. Et est-ce que c'est une démocratie sociale? Et je veux dire non. Parce que les townships
ne participent pas, ils votent. Mais vous savez, voter ne suffit pas. Il faut faire partie de l'appareil productif aussi. Il faut être formé, il faut être alphabétisé. Il faut aller de l'avant dans ce qui est la construction d'un État-nation. Donc, peut-être vous pensiez que j'ai une vision négative, ce n'est pas du tout mon avis, mais comme on est des gens qui analysent la réalité du pays et on voit les limites, nous devons savoir ce qui se passe dans un pays qui n'a rien à voir avec l'Afrique subsaharienne, qui n'a rien à voir avec le Maghreb, n'a rien à voir avec les structures économiques, ni l'histoire politique, ni de l'Algérie, ni du Maroc, ni de la Tunisie, ni de Machrek non plus, l'Égypte. C'est une histoire très particulière, très particulière. Et une des choses qui m'a toujours surpris, si vous voulez, quand je lisais sur l'Afrique du Sud, c'est comment est-il possible que des réfugiés, des immigrés d'origine européenne qui étaient, eux, pourchassés en Europe, comme les Huguenots en France, ou le Boer, la population en Pays-Bas, arrivent dans un endroit et à leur tour deviennent eux-mêmes ségrégationnistes. Ça, c'est pour moi une énigme énorme. J'ai d'autres cas dans le monde qu'on peut analyser. Pourquoi ? C'est une énigme, effectivement. Mais je serais ravie, je ne sais pas si on peut déjà lancer, et quand il y a des questions, on peut approfondir beaucoup d'autres choses. Voilà. Un instant, voilà. Et vous voulez passer... Ils ont un micro qui est volant, comme ça, et voilà, vous vouliez poser une question. Voilà. Allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Oui, bonjour. En fait, vous avez parlé de l'augmentation des inégalités, effectivement. Oui. Mais en fait, toutes les statistiques corroborent que ces augmentations d'inégalités, elles se font toujours à la faveur des Blancs et au détriment des Noirs. Et qu'en réalité, en fait, l'essentiel du problème vient, à mon avis, effectivement, de deux problèmes. C'est lorsque, effectivement, l'ANC adopte le système démocratique, elle adopte aussi le système néolibéral. Et également, en fait, la redistribution des richesses n'aurait pu que se faire que dans un cadre probablement peut-être moins démocratique, effectivement, et que dans la mesure où il y a eu, à la différence du Zimbabwe d'ailleurs, et du coup, on l'a longtemps dit, ils s'en sortent beaucoup mieux, etc., il n'y a pas eu d'expropriation, il n'y a pas eu de redistribution. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu l'émergence d'une petite bourgeoisie noire et le déclassement d'une partie des classes moyennes blanches. Mais en réalité, je regardais les chiffres de l'Observatoire des inégalités, on a quand même 73% des 10% les plus riches qui sont blancs, 93% des 10% les plus pauvres qui sont toujours noirs. Et voilà. Oui, c'est très bien votre question. On dit, quand on analyse le Brésil, qui a 200 ans d'indépendance presque, d'accord ? Mais on dit, comment est-il possible que les gens d'origine africaine au Brésil sont bien plus pauvres que ceux qui sont d'origine portugaise? C'est le même phénomène, je suis d'accord avec vous. Les Zimbabwe, c'est encore une autre histoire, hein, d'accord, l'ancienne Rhodésie. Mais il y a eu des Blancs qui sont partis. Il n'y a pas eu d'expropriation, mais ils sont partis avec leurs capitaux vers le Royaume-Uni. Ils ont la langue, et c'était très facile. Vous savez que les liens entre la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud sont très forts. Les étudiants partent en Grande-Bretagne, enfin des étudiants viennent très très peu en France. Hein. Il y a une question de la langue qui est importante. Mais pour revenir à la question d'inégalité, je suis complètement d'accord avec vous. Plus vous montez dans les tranches de population à haute revenu, plus vous retrouverez des producteurs de vin, des producteurs miniers, de ceux qui possèdent des mines d'or, etc., blancs. Et quand vous descendez dans les couches les plus pauvres, vous allez retrouver des gens des townships, effectivement. Je suis pleinement d'accord avec vous. Ça veut dire que la fin de l'apartheid n'a pas cassé fondamentalement, malgré s'il y a une bourgeoisie nouvelle d'origine noire, n'a pas cassé les structures profondes du pays, qui est imprégnée. On vote, 85% de la population vote. Pendant l'apartheid, 13%. On vote, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. On n'arrive pas à casser le moule de cette inégalité. Allez-y. Il aurait fallu nationaliser des grands groupes miniers pour récupérer de l'argent. Excusez-moi, il aurait probablement
Ouais, non, mais c'est ce qu'on voit dans tous les pays émergents qui ont réussi, ou même des pays d'Amérique latine qui ont réussi à mieux réduire les inégalités. Oui. Ça passe nécessairement par la constitution de groupes publics. Et donc d'entreprises, y compris donc par une nationalisation pour constituer effectivement un capital suffisant pour l'État pour qu'ensuite il opère une redistribution effectivement pour les autres couches. C'est pour ça que j'associais ça aussi à l'adoption du modèle néolibéral par l'ANC. C'est votre interprétation, bien sûr. Pourquoi Mandela n'a pas voulu nationaliser? Pourquoi? À tout le monde, hein. Pourquoi? Pour éviter les départs. Les heurts, oui, parce que c'était une société déjà extrêmement divisée. Je ne peux pas dire que Mandela était néolibéral, je ne peux pas le dire. Mais qu'il y a des économistes depuis 15 ans en Afrique du Sud qui ont été formés dans des universités parfois néolibérales et qui ont appliqué des remèdes néolibéraux, oui, ça oui. Mais lui-même, il n'a pas voulu nationaliser, effectivement, parce que ils allaient plutôt vers une réconciliation qu'une guérilla économique, effectivement. Voilà. Mais vous savez, des pays qui ont nationalisé aussi n'ont pas résolu non plus le problème des inégalités. Parce qu'on se rend compte aussi que parfois les nationalisations, la recherche, c'est la maximisation du taux de profit et pas la distribution. Il y a beaucoup de corruption aussi dans les entreprises publiques, en Argentine, au Brésil, etc., etc. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Bien sûr, aussi. D'autres questions, on va diversifier. Allez-y, je vous écoute. À vous poser par rapport à votre titre. Est-ce qu'il n'y a pas une façon, malheureusement, est-ce qu'il n'y a pas une façon dont l'Afrique du Sud s'insère bien en Afrique, et en particulier en Afrique australe, c'est la question du sida. Parce que c'est quand même... Vous me parlez de ce qui empêche l'Afrique du Sud d'aller de l'avant, mais avec une espérance de vie masculine qui doit être de l'ordre, je ne sais plus, entre 50 et 57, enfin un truc comme ça. 56. 50 Est-ce que ce n'est pas un vrai problème? 22% des Sud-Africains sont malades du sida. Vous imaginez, 22% des habitants. Il y a 52 millions d'habitants. Les gouvernements, les différents gouvernements ont fait, et tout le monde le sait, une politique de production des rétroviraux, des productions des médicaments génériques qu'on appelle en France, remarquables au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Et on a divisé par deux quand même le problème du sida parce qu'on a utilisé la formule des laboratoires multinationaux pharmaceutiques pour pouvoir soigner. Mais il y a néanmoins 22 millions de malades du sida. Et je passe à la première partie de votre question. Sous la lutte du sida, l'Afrique, effectivement, on peut l'intégrer pleinement dans les politiques de santé de l'OMS, etc. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, des accords commerciaux aussi, hein, dans la SADC. Ils essayent qu'il y ait un échange intracommercial important. Je disais 25%. Aussi, la SADC a signé un traité entre l'Union européenne et la SADC. La SADC a signé aussi un accord, un traité de libre-commerce, un TLC, avec les États-Unis. Ils ont gardé toujours le lien transatlantique avec les États-Unis. D'accord? Donc, il y a des liens très forts. Ce n'est pas une économie enclavée, pas du tout. Mais elle voulait aussi regagner ses titres de noblesse au niveau africain. Elle voulait gagner ça. Mais au niveau diplomatique et militaire, même si elle participe dans des opérations de paix en la République centrale du Congo, etc., c'est ponctuel, c'est petit. Mais dans des gros conflits, comme au Mali, pour arrêter, si vous voulez, l'intégrisme, d'autres pays, ils n'arrivent pas eux-mêmes à les résoudre entre les Africains. Il y a des pays européens comme la France qui participent, effectivement, vous le savez très bien. Donc ça, c'est un débat, effectivement. Là, on a envie d'être africain et on n'a pas les moyens de pouvoir résoudre tous les problèmes entre les Africains. Ça arrive beaucoup aussi en Amérique latine, ce type de problématiques. On disait toujours, les Américains du nord, du sud et du centre doivent résoudre les problèmes entre eux. Parfois on arrive et parfois on n'arrive pas. Effectivement. Pensez-vous que vos conclusions aussi pessimistes sont pas un peu trop hâtives, car le régime de l'apartheid n'est fini depuis que 21 ans, comme vous l'avez dit. Oui. Et le problème qu'on a vu de la stabilité politique après la Révolution française, où les problèmes politiques se sont étalés pendant plusieurs décennies. Donc pensez pas que vous concluez un peu trop pessimiste?
C'est bien que vous me posiez cette question. N'ayez pas peur de me poser une question ainsi. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'actif, mes conclusions soient hâtives. Non, je réfléchis beaucoup à ce que j'allais dire. Hein. Bien sûr. Et vous avez raison sur les temps politiques. Vous avez raison. C'est quoi 20 ans? C'est très peu historiquement parlant. Beaucoup de pays d'Amérique latine, ça fait 200 ans qu'ils sont indépendants, bien sûr. La France, vous me parlez de la révolution 1789 et les problèmes qui ont été vécus par la suite, effectivement, bien sûr. Et c'est un temps court. Mais ce n'est pas parce que ce soit un temps court qu'on ne voit pas des problèmes. Et nous, en tant qu'intellectuels, économistes, sociologues, politistes, etc., on a l'obligation de pointer ce qu'on pense qui ne va pas. Parce que quand on voit que 20 ans après, la pauvreté demeure, si vous voulez, la ségrégation demeure, l'exclusion ou la corruption, ou des phénomènes nouveaux d'émergence des corruptions, etc., on doit le dire. Ce n'est pas une vision pessimiste ou hâtive. C'est la réalité, elle est ce qu'elle est. Et ça serait terrible si l'Afrique du Sud se replie à nouveau et qu'on ne puisse pas aller de l'avant. C'est ça que ça serait dramatique. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut peut-être leur donner du temps, mais pas leur donner du temps avec des gouvernements corrompus ou des gouvernements qui ne font pas l'affaire, et des gouvernements qui ont peut-être une légitimité pour arriver au pouvoir, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont oublié qu'ils sont des élus et qu'ils peuvent vivre la sanction des élections partout dans le monde de toute manière. Donc c'est assez terrible parce que la population noire a souffert beaucoup en Afrique du Sud. Et voir que tant d'efforts, tant d'années de prison, tant d'années de torture, beaucoup d'immigrés, beaucoup d'exilés politiques d'Afrique du Sud, donne ce qui est à l'heure actuelle grande criminalité, grande corruption, pauvreté, 50% de chômage des jeunes, je suis désolée, ce n'est pas une vision négative. Je dis ce que je observe comme la réalité. Vous me comprenez? Ok. Voilà. Oui, monsieur, s'il vous plaît. J'aimerais juste rebondir. Allez-y. C'est l'heure? Non. Non. J'aimerais juste rebondir sur les propos du jeune homme. Oui. Parce que c'est vrai que vous avez dressé un tableau assez noir de l'Afrique du Sud, comme il l'a dit. Et du coup, quels seraient les côtés positifs qu'on pourrait mettre en avant et qui permettraient à l'Afrique du Sud d'aller de l'avant? Oui. Vous me permettez que je puisse... je ne sais pas si quelqu'un allait poser une question. Oui. Et je vais répondre à Oudi Keïta parce que c'est très important aussi. Ma question, elle est exactement dans le sens de Oudi Keïta. Oui. Le constat que vous faites est tout à fait désespérant. Ah, je ne suis pas venue ici pour me désespérer. Non. Quelles seraient les alternatives? Bien. Et sur le plan politique, est-ce qu'il se dessine aujourd'hui un débat dans lequel des alternatives à la politique actuelle des pouvoirs publics, pour parler simplement sud-africains, se dessinent? Très bien. Quelles sont-elles? Je vous remercie de la question. Mais je vais rassembler maintenant, Oudi, les deux questions. Je ne dresse pas un tableau noir. Je refuse ça, ou que mes analyses sont hâtives, pessimistes et noires. Non, pas du tout. Pas du tout. Si aujourd'hui vous me posez une question sur le Brésil, sur la corruption, etc., peut-être vous direz aussi, vous serez désespéré. Mais je dois vous dire ce que je pense de ce qui se passe dans des pays comme ça, où il y a une immense corruption. J'ai l'obligation intellectuelle de le faire. Donc il ne faut pas confondre dresser un tableau noir et l'obligation comme intellectuel qu'on a de dire les choses. C'est les lieux, c'est l'espace. Hein. Le festival est construit pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Non, Oudi, je ne pense pas que je dresse un tableau noir. J'ai dit qu'il peut y avoir un gâchis, des tant d'années d'exil, des tortures, de ségrégation raciale, des efforts des politiques comme Mandela et les gens qui ont construit la fin de l'apartheid, Desmond Tutu et autres. Desmond Tutu avait quitté l'ANC. Hein. Il ne voulait plus entendre parler de l'ANC. Pour qu'on voit les résultats. Mais attention, les sociétés sont en mouvement et les sociétés civiles sont en mouvement. Comme je dis, les townships ne votent plus l'ANC. Il peut y avoir des candidats alternatifs, effectivement, des townships, probablement. Il y en a Julius Maderna, etc. Il y a d'autres candidats, effectivement. Mais j'alerte que les systèmes politiques qui a voulu être, comment dirais-je,
qui se construisent d'une autre manière, avec une gouvernance plus démocratique, se heurtent à la réalité de la corruption. Donc, il faut des alternatives politiques. Il faut pas avoir peur de dire l'ANC est dévoyée à l'heure actuelle si ceux qui la dirigent à l'heure actuelle continuent au pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'on a des exemples dans le monde où on arrive à quelque chose, le printemps arabe a quelque chose, qu'on pensait que ça pouvait être très bien, et on arrive à un automne islamiste parfois. Il y a des pays on peut dévoyer une révolution, un mouvement des sociétés civiles, etc. Mais on ne peut pas perdre l'espoir que comme il y a une mémoire forte en Afrique du Sud, qu'on s'est battu beaucoup pour la fin de l'apartheid, les gens ne vont pas accepter n'importe quoi, ils ne vont pas accepter la corruption, ils ne vont pas accepter les inégalités, et ils ne vont pas accepter. Donc, à ce niveau-là, je suis plus optimiste, effectivement, de pouvoir dire les sociétés civiles doivent se ressaisir. Il faut voir les choses, ce qui est en train d'arriver, effectivement. Il y a une grande partie où le gouvernement d'Afrique du Sud est responsable. Il y a aussi la crise mondiale, à l'heure des charges, on va dire. Parce que les prix des matières premières sont tombés, parce que les conditions de croissance mondiale ne sont pas bonnes, etc., etc. Bien sûr, il y a ces contextes-là qui ne les aident pas. Mais en pleine croissance, et même avant la crise des subprimes, ils avaient 6,5% de croissance. Ils ne l'ont pas maintenu. Donc la croissance a ralenti, et on voit des lacunes économiques, démocratiques, sociales, etc. Donc, c'est pas pour vous désespérer du tout. On a l'obligation de réfléchir. Et heureusement que vous dites, il peut y avoir des alternatives. Mais c'est pas seulement en Afrique du Sud. En Afrique, je crois que quand on analyse l'Algérie ou quand on analyse l'Égypte, etc. aussi. Ce qu'il y a de particulier en Afrique du Sud, c'est que c'était une enclave, qu'elle s'est réintégrée au concert des nations en Afrique et qu'il faut pouvoir aussi les aider à cette construction démocratique, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière qu'on dit qu'il faut reconstruire le Mali et construire la démocratie au Mali, pas nous, c'est eux qui vont la construire, parce que le colonialisme est fini, n'est-ce pas? Mais comment aider aussi certains pays, comment eux, ils peuvent s'aider eux-mêmes à comprendre qu'il faut vivre avec moins d'inégalités, parce que les inégalités n'aident pas la croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y avait une question, je crois, au fond, ouais. Bonjour. On a le temps? Bonjour. Encore, oui. Si, 5 minutes, 10 minutes, ok. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des problèmes qui perdurent malgré la fin de l'apartheid, comme les inégalités ou la violence. Donc j'aimerais savoir si le rapport avec les ex-colons pouvait dégénérer en Afrique du Sud comme au Zimbabwe. Oui, on avait parlé un petit peu avec quelqu'un qui est là. Je ne pense pas. Mandela avait une envergure politique et un sens du politique que Mugabe n'a pas. Mugabe, c'est la revanche du colon britannique qui était en Rhodésie. Mandela n'avait pas la vengeance. Il voulait construire une Afrique du Sud multiraciale. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas ni nationalisé, ils n'ont pas chassé les Blancs. Tous les Blancs qui ont voulu rester sont restés. Ceux qui ont voulu partir sont partis. Donc, ce n'est pas du tout la même philosophie. Je ne pense pas qu'en Afrique du Sud, il y aura un phénomène de type les Zimbabwe. Je l'espère pas, effectivement. Mais l'histoire de l'ancien Rhodésie qui est devenu les Zimbabwe n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud, effectivement. Vous voyez, ce sont des histoires très différentes, effectivement. Et Mugabe, qui a plus de 90 ans, c'est un despote, quoi. C'est un dictateur. Mandela ne l'était pas, au contraire, c'était un grand démocrate, vous voyez. Donc les histoires ne sont pas les mêmes, effectivement. Oui, d'autres questions? Là-bas. Bonjour, c'est Mademoiselle Soro de Côte d'Ivoire. Alors, ma question est sur le volet de la santé. Oui. Nous savons que le VIH est une question de santé publique. Oui. Mais quand même, le taux est tellement élevé en Afrique du Sud que, du coup, je me demande quelles sont les raisons, qu'est-ce qui a favorisé cela? Est-ce que cela n'a pas d'entrave au niveau économique et quelles sont les solutions pour freiner un taux aussi élevé? Merci. Une réponse assez courte, madame, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. La réponse ou la question? Ma réponse va être courte.
on disait qu'il y a 22 millions de personnes malades du sida, qui est énorme. Mais ça aurait pu être pire. J'ai expliqué que la moitié des malades du sida, les sida étaient diminués par 2 avec les rétroviraux et la production des produits génériques, où on a utilisé des molécules des laboratoires multinationaux. Donc, je pense que du point de vue de la santé publique, l'Afrique du Sud fait beaucoup. Mais gérer 22 millions de personnes qui ont les sida, un immense problème de santé publique est gravissime en quelque sorte. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il y a ça. Mais il me semble que du point de vue de la politique de santé, ils font face. Mon problème est le suivant. Est-ce que parmi les 22 millions de malades de sida, quelle est la composition sociale? Il faudrait faire des études à ce niveau-là. Je ne suis pas épidémiologiste. Quelle est la composition des secteurs sociaux? Je crois que la plupart des malades du sida sont des classes modestes, effectivement. Et là, il y a une souffrance majeure. Mais je pense effectivement que lorsqu'un pays a des problèmes de croissance, des problèmes de corruption, des problèmes de chômage, en plus, gérer 22 millions des malades du sida, lorsque 22% sur 52 millions d'habitants, c'est énorme. Énorme. Je crois que c'est le pourcentage le plus fort des malades du sida par rapport à la population totale dans le monde, il me semble. Ouais. Une autre question, oui. Nous allons clôturer allez-y, vous dites. Cette conférence qui arrive à son terme. Merci beaucoup, Madame Imel Farb. Je vais parler aussi. Merci beaucoup. Merci, Udi, de m'avoir présenté. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, très nombreux, c'est très agréable. Et puis, ne désespérez pas, parce que c'est très important de voir l'évolution positive aussi des choses, bien sûr. Il ne faut pas désespérer. Merci à tous. Merci.